les problèmes qu'on peut rencontrer. Oups. Puis, faire en sorte de vous partager cette connaissance. Bon, j'ai déjà été introduit, grosso modo, rapidement. Entre autres, qu'est-ce qui m'a amené à, le deuxième point, là, finalement, à droite, qu'est-ce qui m'a amené à finalement beaucoup plus m'intéresser à ça? C'est avec Nicolas Garneau et Mathieu Godbout qui présentent justement l'idée. On a fait un projet qui s'appelle Repurling. L'objectif, c'est de reproduire un article scientifique. Puis on s'intéressait à différents éléments. Puis, à travers ça, on s'est rendu compte qu'il y avait des aspects qui étaient extrêmement difficiles, qui réduisaient la facilité de reproduire un article avec un code qui était disponible sur Internet. Puis de ça découlé finalement la réflexion qui m'amène aujourd'hui à vous présenter de ça. J'ai entre autres mis en production des modèles par moi-même dans une librairie qui s'appelle DeepParse. J'ai travaillé entre autres avec Frédéric Paradis aussi sur Poutine, qui est un outil qui facilite un peu justement, qui touche à un des aspects de la reproductibilité, qui facilite ça. Puis différents autres éléments qui sont du superflu pour l'instant. Donc, c'est quoi qu'on va voir aujourd'hui? 4 choses. Gestion de version, productivité, présenter, réutiliser. Je les ai passés dans cet ordre-là, en fait, parce que je dirais que c'est pas mal au niveau, en termes de maturité, l'ordre à laquelle il faudrait atteindre ces 4 éléments-là. Parler de réutiliser, quand on n'a pas encore fait de la gestion de version, peut-être pas une chose qui est vraiment facile à absorber. Donc, il y a vraiment une gradation dans les outils, puis ça l'accompagne aussi quand même assez bien comment un projet va évoluer. On va commencer par vouloir gérer les versions en premier, pour ensuite essayer d'améliorer sa productivité, pour ensuite essayer de présenter ses résultats, ensuite de faire en sorte que son code est réutilisable. On ne va pas nécessairement penser à la réutilisation tout de suite au début. Au fur et à mesure que vous allez développer une expertise, vous allez pouvoir penser un peu plus à ces éléments-là au moment que vous débutez un projet. Si vous avez des questions, je n'hésitez pas de m'arrêter, puis de lever la main, puis quelqu'un pourrait intervenir là, ou de façon vocale ou par la main. Une petite introduction aussi, premièrement, c'est quoi qu'on entend par la reproductibilité? J'en parle beaucoup, mais là, c'est quoi formellement? La reproductibilité, c'est vraiment le principe qui dit qu'on peut tirer de conclusion que d'un événement qui est bien décrit et qui est apparu plusieurs fois, provoqué par des personnes différentes. Gros vocabulaire. Grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, vous avez peut-être eu des cours en sciences, ce qu'on dit, quand on a réussi à calculer la vitesse de la lumière, il y a eu plusieurs façons qu'on a réussi à le faire avec plusieurs observations différentes, avec plusieurs approches différentes, mais on observait toujours la même chose, puis on observait toujours des chiffres qui étaient similaires à peut-être quelques virgules près, dépendant de la méthode. Puis tout ça nous amène à dire on peut reproduire des résultats en changeant un peu la méthodologie, puis en étant capable d'arriver aux mêmes conclusions, finalement. Donc, on a observé que la vitesse de la lumière était tant selon l'approche A, l'approche B et l'approche C. Par contre, en apprentissage automatique, la productivité, on lui donne un petit peu une petite notion différente parce que ça va surtout se restreindre à dire qu'on est capable de reproduire des résultats sans nécessairement changer la méthodologie, puis vraiment plutôt d'obtenir des résultats qui sont similaires en réexécutant un code source, par exemple. Par exemple, vous prenez votre code, vous l'exécutez une première fois, vous arrivez à 30 de précision. Vous l'exécutez une deuxième fois, vous arrivez à 50 là, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? C'est 50 la bonne réponse ou 30 ou c'est-tu entre les deux ou c'est-tu une autre réponse? Donc, c'est un peu plus ça le sens qu'on va vouloir vraiment utiliser à la reproductibilité. À cause de la traduction aussi français-anglais, des fois, ça crée un petit peu de confusion dans les termes, lequel bon terme est utilisé, mais c'est aujourd'hui, moi, ce que je vais vraiment m'intéresser, c'est entre autres de pouvoir dire, vous cliquez sur un bouton, votre modèle s'entraîne, il s'évalue, vous arrivez à une certaine précision, accuracy, peu importe la métrique, on recommence le processus une autre fois sur un autre ordinateur, vous arrivez à des résultats qui sont relativement similaires. Pourquoi relativement similaires? C'est que ce n'est pas 100% possible avec un GPU d'avoir exactement la même exécution à cause de différentes notions que les articles que j'ai mis, entre autres, en référence là-dedans. On va vouloir s'attendre à dire, je ne sais pas, tu ne passes pas de 30 à 50, j'ai peut-être 50, 51, 52, 49, dans les environs, finalement, des mêmes performances. Pourquoi aujourd'hui je vous en parle? Il y a une étude qui a été faite par Baker en 2016, qui est sortie dans, je ne me trompe pas, c'est dans Nature, où est-ce que 70 des projets en sciences, là, très général, donc c'était pas juste en informatique, mais dans différents secteurs, parce que 70% des projets n'étaient pas reproductibles, n'étaient pas capables de prendre le jeu de données, puis d'arriver au même résultat, aux mêmes conclusions que l'article original. Des fois, il n'y avait juste pas de jeu de données qui n'était pas disponible, par exemple en santé, c'est plus difficile. Des fois, il n'y avait juste pas de code source non plus. Des chiffres qui étaient
écrits qui se contredisaient, différentes notions parce que les chiffres ont évolué peut-être au niveau de l'analyse du dataset ou des choses comme ça. Donc, ça a soulevé quand même l'interrogation de dire, ouais, c'est quand même beaucoup, 7 sur 10 articles que vous lisez, est-ce que c'est vraiment les bons résultats? Bien, en sciences très générales, peut-être pas rassurant pour la science, disons. Puis dans ce 70%-là, dans 50% des auteurs de l'article disaient ne pensaient pas être capables de reproduire leurs résultats, même s'ils possédaient toute la connaissance de leur article, les données qui étaient souvent propriétaires et le code source original, n'étaient pas capables de dire ouais, moi je clique sur ce bouton-là, je suis convaincu que je vais avoir le même résultat. Fait que ça devait quand même vraiment un signal d'alarme sur la pertinence de la reproductibilité précisément. Mais là, on se dit, bah, moi, je travaille avec d'autres gens qui ne sont pas en informatique, c'est souvent très lourd travailler eux parce qu'ils ne savent pas utiliser les outils informatiques. Ils savent, font ça dans Excel, font ça dans les logiciels par rapport, puis ils mettent les données là. Ça. Nous autres, les informaticiens, on n'a pas ce problème-là. Ben, une étude de pas peer review, en fait. Là. Donc, quelqu'un qui s'est dit, ben, moi, l'étudier, moi, en 2019, Raph, qui a fait ça finalement, puis il a dit, ben, je vais prendre des articles les plus populaires. Je ne me trompe pas, à peu près 200, les environs de ça. Puis je vais tenter de reproduire les résultats à différents niveaux de difficulté. Juste à partir de l'article, à partir du code base, puis à différents niveaux comme ça. Puis dans 40% des cas, ils n'étaient même pas capables d'arriver à reproduire l'article. Information manquante, des training settings qui n'étaient pas bien écrits, des erreurs dans le code qui faisaient en sorte que les résultats finalement n'étaient pas bons, des choses comme ça. Donc, même on est supposé être bon avec l'informatique, puis c'est juste tu cliques sur un bouton et tu reposes les résultats. Dans 4 cas sur 10, ça n'était pas bon. Fait que tout ça emmène à dire, ben, ça serait le fun qu'on change ce chiffre-là pour que ça soit juste un zéro. Puis, ben, en plus de ça, certes, c'est le fun si la recherche est bonne, mais tu sais, d'un coup, mon article est sorti, le monde va me citer pareil, peut-être que j'en ai rien à foutre. Mais ça peut aussi faciliter aussi, il y a d'autres motivations. Donc, entre autres, que ça peut faciliter la réutilisation de votre propre code. Donc, vous pouvez prendre votre code, dire, hey, je veux faire un deuxième article avec ça, je reprends mon code base, je suis capable d'aller plus loin, pousser encore plus loin, sans avoir besoin de tout recommencer ou d'ouvrir mon code base, puis tu n'as aucune idée de ce que je fais ici, ou même prendre le code base de quelqu'un d'autre, d'un autre article, puis de facilement aller chercher des améliorations d'un article qui était proposé pour vous amener une contribution supplémentaire. Bien, ça va aussi faciliter votre productivité. Si votre code puis tout ce que vous tentez de travailler est relativement bien maintenu, vous devriez être capable d'ajouter des caractéristiques relativement facilement, donc améliorer théoriquement votre productivité. Ça peut aussi faciliter le transfert. Par le transfert, ce qu'on veut dire, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut transférer votre article, donc le publier votre code source, puis que les gens veulent le citer parce que votre code est cohérent, c'est capable de l'utiliser, on a validé les résultats. Donc, ça devient intéressant pour les autres chercheurs aussi de vouloir le réutiliser ou de transférer, que ce soit aussi dans un modèle en production, à une autre équipe qui va s'occuper de finir la mise en production. Tout ça peut venir intéressant finalement. Puis, bien, il y a aussi l'aspect de se faire connaître. On peut très bien se faire connaître parce que nos résultats ne sont pas bons, puis des erreurs comme ça, mais on peut aussi se faire connaître parce que bien, ce qu'on produit est bon, est cohérent. On s'en va dans un sens qu'on ne fait pas juste mettre des chiffres à la volée dans un article. Donc, ça peut être une façon de chercher une notoriété aussi pour vous. Hey, cette personne-là, elle a fait tel article, c'est bon, qu'est-ce qu'elle a fait? Son code, il marche comme il faut. Je vais rouler ça, moi, ça a bien fonctionné. Donc, ça peut créer finalement une notoriété pour vous. Puis de plus en plus, là, il y a des conférences qui s'en vont et même des journaux qui s'en vont dans mettre beaucoup d'importance sur que le code puisse être utilisé, puisse refonctionner, puis qui est même à une certaine forme testé. Au moins les tableaux de résultats. Bon, maintenant, qu'est-ce qui vous empêche collectivement, tous aujourd'hui ou dans les dernières années, de dire, bien, juste, on appuie sur ce bouton-là, puis ça va fonctionner. Pourquoi est-ce que ce n'est pas encore le cas, même si le premier article a monté en 2016, ça fait 6 ans, l'autre en 2019, ça fait 3 ans. Pourquoi aujourd'hui, on parle de ça encore? Ça devrait être un problème résolu. Ça, c'est l'image que j'aime bien qui est tirée de Uber Engineering, qui explique c'est quoi leur processus de développement d'un modèle de machinerie. On voit qu'il y a plusieurs étapes, qui ne sont pas toutes nécessairement intéressantes pour nous aujourd'hui, mais on voit entre autres que on commence par le problème d'affaires. On tente de faire un produit minimum viable. Dans ce produit minimum viable-là, on va ensuite vouloir développer un prototype. Puis après ça, il y a des étapes de mise en production, des étapes de
de mesurer les métriques de façon automatique permanente. Puis on se dit, ah, c'est 2 pour cercle, ça va être le fun de travailler dans un pipeline de même. Ben non, c'est pas ça qui se passe pas en tout. Là. Le deuxième cercle ressemble plus à une espèce de messe comme ça, où est-ce que vous allez écrire des courriels à un collègue ou peu importe, dire ah oui, je pense qu'on devrait tester ça. Pourquoi on n'a pas testé ça? Là, on a des meetings. Dans les meetings, il y a des affaires. Après ça, on a du QA, qui est l'assurance qualité. On a un nouveau database qui arrive, des nouvelles données. Puis finalement, ça prend 3 à 6 mois, puis là, on étire. Puis là, ça fait 6 mois, 8 mois, 1 an que vous avez travaillé sur ça. Puis vous ne vous rappelez plus la première ligne de code, c'était quoi, puis pourquoi vous avez fait ça. Donc, c'est vraiment difficile de garder la connaissance. Là, quand on est tout seul, à la limite, qui est, mettons, on peut garder cette connaissance-là, mais on est dans une équipe de 5, 6, 10, une entreprise de 200, 500 employés qui peuvent travailler plus ou moins de manière importante sur des modèles, ça devient rapidement très complexe de garder la connaissance, garder des décisions aussi, puis la connaissance sont des décisions qu'on a faites. C'est quoi le processus logique qui nous a amené à décider pourquoi est-ce qu'on a écrit 0.1 ici dans cette ligne-là dans un code base plutôt que 0.2 ou n'importe quel autre chiffre. Donc, c'est pas facile de développer des systèmes informatiques au sens large, mais ça devient encore plus complexe lorsqu'on tente de faire des systèmes informatiques qui vont faire beaucoup de prototypage, d'expérimentation, puis d'essais-erreurs, où est-ce qu'on va créer beaucoup d'exemples, de données, sans même toucher au jeu de données, juste créer des données sur les modèles qu'on tente d'entraîner. Donc là, ça devient vraiment complexe de sortir d'informations de tout ça, puis de faire en sorte que on a un bon produit à la fin qui correspond bien aux besoins d'affaires qu'on avait identifiés au début. Donc, c'est cool. À cette étape-là, vous êtes comme, yes, David, on te croit, on embarque dans le bateau. Let's go. Explique tout maintenant qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Okay? Comment je peux arriver ça? Maintenant qu'on est convaincu. Il y a 4 axes dans lesquels on peut travailler. C'est les axes que j'ai présentés plus tôt au niveau du menu. On va commencer par le premier axe sur la gestion des versions. Au niveau de la version, là, la gestion des versions, il y a plusieurs types de choses qu'on va vouloir gérer au niveau des versions. Puis, c'est quoi, premièrement, peut-être une version? C'est peut-être pas tout le monde qui a un gros background en informatique. Là. Donc, une version, c'est différents fichiers qui, par exemple, vous remettez un TP, vous avez TP1 barre en bas 1, barre en bas 2, barre en bas final, barre en bas, David a modifié tel paragraphe, point 5, whatever. Puis tout ça, c'est ces différentes versions-là, c'est un historique d'évolution d'un fichier qu'on va vouloir tenter de capter. Votre code base, c'est une connaissance. Vous avez développé du code qui a évolué. On va vouloir tenter de prendre des photos de ces différentes versions-là pour comprendre l'évolution qui nous en est jusqu'à la version finale ou à la version qu'on observe aujourd'hui. Puis, on va voir que ces versions-là, on puisse comme avoir une espèce de gestionnaire de ça qui va pouvoir nous dire, donne-moi donc la version 4, donne-moi donc la version 2, plutôt que d'ouvrir votre ordinateur, aller dans les répertoires, aller chercher la version 4, puis là, vous naviguer là-dedans ou d'écrire telle personne. Était-tu la version du 12 décembre 1900, whatever, puis que ça devienne vraiment compliqué? Peut-être pas une méthode qui est efficiente de travailler. Puis on veut aussi définir ce qu'on appelle l'espèce de chemin, les étapes de pré-traitement pour être capable de dire, voici ce qui nous a amené à créer cette analyse-là. Espèce de chemin, il faut que ce soit une route. Là. Elle est droite là-dessus, mais elle ne sera pas droite. Mais au moins, être capable de voir cette route-là de manière relativement facile, puis que ce soit fluide et transparent aussi au niveau pour vous aujourd'hui, mais pour vous aussi demain et après-demain et votre collègue dans le futur, puis vous-même dans le futur aussi. Il y a vraiment là, ici, on parlait plus au niveau des données. Donc, au niveau de la version des données, il y a 2 outils principaux qui sont vraiment un incontournable. Le premier à gauche, Data Version Control, DVC, c'est un gestionnaire de jeux de données. Donc, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend un jeu de données, vous pouvez prendre une photo de ce jeu de données-là, puis ce jeu de données-là, maintenant, va avoir un hash, un numéro, un identifiant unique qui vous permet de créer une historique du jeu de données, créer un historique des étapes de pré-traitement pour ce jeu de données-là. Puis, un des excellents avantages de ça par rapport à d'autres solutions comme Git ou Mercurial ou des trucs comme ça, c'est qu'il n'est pas limité dans la taille du jeu de données. Puis vous êtes capable aussi d'avoir des remotes qu'on appelle. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un bucket S3 là, à quelque part sur Amazon, peu importe, ou un Google Drive ou name it, puis de mettre vos données là-dessus, puis de pouvoir faire finalement le transfert entre
la source externe, puis votre ordinateur local. Fait que vous partez un nouvel ordinateur de calcul, vous allez sur comme Calcul Québec, vous voulez downloader votre dataset, que ce ne soit pas long, vous prenez data DVC, vous faites dvc.pool, il va chercher votre jeu de données, puis il est multithread. Ça veut dire qu'il va avoir non un seul canal de download, mais il va faire les petits hashes de votre dataset, puis il va les downloader en petite version. C'est un peu technique pour aussi, mais grosso modo, pour vrai, je vous recommande fortement d'arriver sur ce outil-là. C'est un incontournable quand vous avez des jeux de données. Vous allez dire, ah, mais mon jeu de données ne bouge pas tant que ça. Vous allez être surpris à quel point vous allez modifier votre jeu de données. Task, c'est un outil aussi très incontournable pour tout ce qui est le multiprocessing, multithread de documents. Là, vous avez un dataset, je ne sais pas, 10 000 données dans un Excel, peut-être pas nécessaire. Mais quand vous embarquez dans des gros jeux de données, 1 million, 2 millions, 3 millions de données, vous ne voulez pas commencer à partir en exécution puis ça vous prenne 3 jours. Dask est là pour ça. Il est là pour faire en sorte qu'on multithread, on définit c'est quoi les étapes, il vous fait vos opérations, vous avez votre jeu de données, vous sauvez du temps. Maintenant, deuxième chose qu'on va vouloir versionaliser, c'est le code. Donc là, on a versionalisé nos données, on sait c'est quoi les différentes évolutions, mais votre code aussi, c'est une donnée. Si vous avez écrit des lignes, vous avez écrit une évolution de votre code, vous voulez tout garder ça, avoir ces versions. Vous voulez encore être capable aussi, surtout, de faire la différence. Pourquoi? C'est quoi qui s'est passé entre la version A et la version B? Pourquoi j'ai ajouté telle ligne de code? Pourquoi j'ai enlevé telle ligne de code? Pourquoi j'ai changé tel attribut? Qui l'a fait aussi? À quel moment? C'était quoi qui s'est passé? Je voulais aussi être capable de faire ce qu'on appelle des divergences. Donc, ceux qui sont familiers avec Git, là, vous allez voir tout de suite, finalement, si on parle de branche, donc c'est capable de dire hey, je veux tester quelque chose, mais je ne suis pas sûr que ça va être du garbage, du non. Donc, je vais me faire une branche. Je vais prendre mon code à ce moment-là, je vais l'envoyer un petit peu ailleurs, puis ça se peut que je l'abandonne, ça se peut que je ne le réintègre pas à mon code de base, mais je peux avoir différentes versions de mon code qui existent en même temps, qui peuvent cohabiter ensemble, puis qui ne se rendent pas nécessairement en conflit tant qu'on ne tente pas les rejoindre ensemble. Ça, c'est des caractéristiques qui sont intéressantes parce que vous voulez développer des prototypes, vous voulez expérimenter des choses. Vous ne voulez pas avoir un seul chemin, parce que dans ce chemin-là, vous faites des affaires, vous revenez en arrière, vous faites des affaires, vous revenez en arrière. Non, vous voulez avoir un chemin central qui dit voici la méthode actuellement, je pense qu'il va être dans mon article ou dans la solution finale. Puis je vais essayer des choses. Donc, je vais faire un petit embranchement, ça se peut que je revienne, ça se peut que je ne revienne pas. Puis des fois, ça se peut que je jump au centre sur ma ligne principale, puis que je tente de travailler avec ça. Bon, là, ça, finalement, ce qu'on parle, ça s'appelle Git. Git, c'est un langage dans la ligne de commande qui vous permet de faire exactement ça. Puis, les différents outils qui sont à la suite de ça, comme GitHub, GitLab et Bitbucket, ce sont des serveurs remote qui vous permettent d'héberger du code sur un serveur, puis donc de vos différents ordinateurs, d'être capable d'aller chercher ce code source-là avec d'autres partenaires ou avec vous-même ou peu importe. Ça, c'est un outil incontournable, peu importe le niveau que vous êtes. Si vous n'utilisez pas Git ou tous les outils qui sont là, ou peu importe, Mercurial, name it comme vous voulez, là, à mon avis, vous manquez un élément extrêmement important. Même si vous êtes tout seul, parce que vous allez peut-être ouvrir votre code base dans un an, là, puis vous allez vous haïr si vous n'avez pas fait les bonnes archives. Vous allez vous haïr si vous allez perdre votre ordinateur, puis votre code source ne vous suit pas. C'est un strict minimum à utiliser pour toute personne qui développe du code informatique. Point barre, à mon avis, je suis intransigeant là-dessus. Donc, après ça, si vous voulez apprendre à ces outils-là, il y a des centaines de cours sur YouTube. Je vous conseille d'en prendre un. Marquez apprendre Git.youtube, donne-moi ça, il va vous en donner plein. Maintenant, un autre aspect, des fois, vous allez vouloir passer de changer d'ordinateur. Envoyez ça à votre collègue. Puis là, vous allez avoir des dépendances, donc des librairies Python que vous allez importer. Puis, ces différentes librairies-là, ça se peut, vous allez avoir des versions de la librairie qui vont bien fonctionner avec votre code parce que Spacy décide, par exemple, c'est une librairie en LP, de faire une mise à jour qui brise tout votre code. Et là, peut-être que vous ne voulez pas forcer les utilisateurs à aller vers Spacy 3.1. J'ai dit, on va prendre juste 3 parce que dans ce temps-là, le code fonctionnait. On va figer finalement, puis de pouvoir être capable de résoudre ces conflits-là de manière automatique. Donc, Spacy, il veut avoir NLTK, je ne sais pas quoi, puis telle librairie à telle version, mais lui, il ne veut pas ça. Puis être capable de tout gérer ça, ce n'est pas quelque chose qui devrait être fait par un humain, mais par un système informatique, parce que c'est juste des conflits qui doivent se résoudre avec des systèmes de version. Puis vous voulez être capable de faire une installation qui est rapide et d'avoir différentes installations de Python et de vos versions et de votre code, pas de votre code, excusez-moi, des versions Python ou des packages que vous utilisez qui cohabitent ensemble et que vous pouvez juste naviguer entre les différentes versions. Puis pour ça, il y a 2 éléments importants. Ça s'appelle Conda
puis requirement.txt. Donc, Conda vous facilite la gestion de vos dépendances, donc principalement au niveau de la résolution des conflits, puis au niveau de l'installation qui est très facile. Puis requirement.txt, ça vous permet juste de vraiment dire hey, je veux NumPy, je veux PyTorch, puis de faire une liste de tous les requirements qui sont essentiels pour faire fonctionner votre code. Puis ça, c'est un incontournable encore, c'est vraiment pas compliqué. La plupart des gestionnaires, des IDE vous permettent de les faire automatiquement, de les générer automatiquement. PyCharm, name it, VS Code, peu importe, ça va le faire automatiquement. Puis ça vous prend ça dans un projet dès le début, parce que peut-être que vous allez installer une version ou des versions qui vont se mettre à jour, puis votre code ne fonctionnera plus. Il faut que vous soyez capable de savoir qu'est-ce qui a changé à chaque fois. Puis bon, des fois, on peut peut-être être intéressé d'avoir, on parlait un peu plus tôt, les différents environnements qui vont exister ensemble. Je vais avoir un Python 3.2 avec un Python 3.8 ou peu importe. Vous voulez avoir différentes versions de Python 3 qui existent en même temps. Puis vous voulez être capable d'échanger aussi de manière fluide, puis que ce ne soit pas compliqué. Puis vous voulez aussi, comme, encore une fois, que vos versions des dépendances soient gérantes ces différents environnements-là. Bien, pour ça, on va utiliser encore un outil comme Conda. Conda, lui, va vous permettre d'installer différentes versions de Python avec un nom différent pour être capable de naviguer entre ces versions-là de Conda. Donc, vous avez un projet, par exemple, qui est projet A. Donc, vous allez avoir un Python pour ce projet-là spécifique avec ses dépendances pour être sûr que ces dépendances-là ne rentrent pas en conflit ou minimiser la possibilité qu'il y ait des conflits finalement à l'interne avec Conda. On ne veut pas que ça rentre en conflit avec un autre projet et avoir besoin d'installer, désinstaller tout le temps des librairies Python. Donc, on va avoir un autre environnement Python qui va s'appeler, par exemple, Python Projet B. Puis lui, il va avoir ses propres dépendances avec son propre gestionnaire de dépendances. Puis tout va bien, son propre requirement, très facile. VirtualVent, même affaire que Conda, mais je dirais des fois un petit peu plus difficile à activer ou à utiliser, à mon avis, mais même genre de gestionnaire puis de créateur d'environnement Python. C'est potato à peu près la différence entre les deux, mais j'ai personnellement une préférence pour Conda dû à sa facilité d'utilisation. Puis de sa transparence aussi au niveau des noms, la résolution des conflits. Donc là, on a fait le tour. On a géré notre code, nos données, notre code, puis nos environnements et notre gestion des dépendances. OK, cool, on a un beau projet, tout est beau, tout est clean, on a notre Python pour notre projet, on a utilisé DVC pour envoyer nos données dans un cloud à quelque part, puis être sûr qu'on peut se transposer de manière fluide dans les différents ordinateurs qu'on utilise. Puis on a un gestionnaire pour notre code pour être sûr qu'on fasse plein de snapshots, plein de photos de notre code à différents moments dans notre processus de travail pour être certain qu'on ait un historique de notre construction de notre code. Là, on arrive à dire, OK, mais tout ça prend du temps, quand même, je veux booster ma productivité pour que je puisse en une journée créer un prototype et le mettre en production. Donc là, on veut, premièrement, ce projet-là, oui, j'ai parlé des outils qu'on place au niveau du code et tout ça, mais on aimerait ça que ce soit facile, rapide de démarrer un projet. Puis là, par là, ce que je veux dire, c'est toute l'arborescence des répertoires qu'on fait. On va souvent avoir un répertoire data, un répertoire pour mon code source, un répertoire pour peut-être des notebooks qu'on va explorer les données, un répertoire sur des rapports, des images, des cités. Là, à chaque fois, on recrée cette arborescence-là où on copie-colle une arborescence d'un autre projet qui est vide, puis on intègre des affaires, modifie des trucs. Peut-être pas l'affaire la plus efficiente si on part beaucoup de projets de manière régulière dans une année, sauf ce qui risque d'arriver, hein, surtout vous êtes en recherche. Donc, on veut quelque chose qui est rapide. Pour ça, il existe ce qu'on appelle un cookie cutter. C'est littéralement là, comme faire des biscuits, puis là, vous voulez faire un petit bonhomme en pain d'épices. Ben, c'est ça l'idée, c'est de dire, on définit c'est quoi le répertoire, la structure du répertoire de base, puis on veut pouvoir le forker. Je pars un projet, tu me kickstart un projet, j'y donne un nom, tu me crées un readme, tu me crées toute la paperasse, finalement, le boilerplate de création d'un répertoire pour un projet de manière automatique. Celui-là, c'est entre autres un projet que je développe actuellement, que j'ai développé et que je suis un petit peu moins actif dessus, qu'il faudrait que je remette à jour, mais c'est le Machine Learning Cookie Cutter. Il permet entre autres de créer un environnement Python automatique. Il permet de créer tout plein, il setup un DVC, setup plein d'affaires automatiquement pour être capable de partir un projet avec des bonnes pratiques rapidement. Certainement des choses à améliorer, il y en existe tout plein. Là, si vous allez voir sur ce lien en tant que tel, vous allez pouvoir voir la remote, le fork, puis sur le fork, il y en a une panoplie de projets qui ont été faits comme ça. L'essence reste de juste adapter un projet de base, puis
tire, c'est ce que je vais réutiliser de manière automatique, qui automatise le plus de possible de tâches très répétitives et qui n'a pas de valeur pour moi, pour faire en sorte que ça parte plus vite. Deuxième chose aussi qu'on va vouloir aller chercher peut-être un élément de productivité, où est-ce qu'on a un gain réel qu'on peut aller chercher quelque chose, c'est vraiment dans le développement des modèles. On ne veut pas à chaque fois réinventer la roue, réécrire from scratch un ResNet 18, réécrire from scratch une loupe d'entraînement pour un ResNet ou un processus d'NLP ou des étapes de nettoyage que vous faites. Vous voulez réduire, simplifier le plus possible votre code pour faire en sorte qu'il y ait moins de copier-coller, que ce ne soit pas des scripts qui font 10 000 lignes de long. Vous voulez aussi que ça facilite votre processus de développement. C'est des caractéristiques qu'on va vouloir chercher pour réduire la charge de travail sur des choses qui n'ont peut-être pas beaucoup de valeur. Écrire une for loop, peut-être pas là que je vais avoir une valeur, mais c'est une for loop pour mon entraîneur, OK, peut-être qu'il y a une valeur, mais est-ce qu'elle est vraiment pertinente? Je ne peux pas juste mettre un wrapper autour et faire en sorte que peut-être que j'ai donné là-dedans, puis il se passe quelque chose, puis après ça, c'est pas ça qui est le plus important, c'est je veux construire mon architecture sur des données, nettoyer mes données, puis entraîner un modèle. Pour ça, il y a beaucoup de librairies que vous pouvez faire. J'en nomme 5 ici. J'aurais pu faire une liste qui est excessivement longue, mais celle que vous devriez tout de suite connaître, là, à peu près tout le monde, c'est Scikit-learn. Scikit-learn, ça permet d'automatiser. Ça a défini plein d'algorithmes de machine learning. On est beaucoup plus dans le machine learning que le deep là, ici. Là. Des étapes de machine learning, d'entraîner une régression logistique, vous faites un fit dessus, vous pitchez vos données, puis c'est pas plus compliqué que ça. Vous voulez faire un pipeline de nettoyage, vous faites un pipe avec ça, puis vous passez vos données là-dedans. Donc, ça permet vraiment de réduire la quantité de lignes de code qu'on écrit faire en sorte que ce soit peut-être plus fit, on comprend qu'est-ce qui se passe, on est en train de donner. Qu'est-ce qui se passe en arrière? Peut-être pas là qui est important, peut-être pas une valeur pour moi, sauf si je veux jouer spécifiquement sur l'algorithme d'entraînement, mais sinon, je veux juste entraîner mon modèle. Il y en a un autre ici que j'ai parlé un petit peu en introduction, Poutine. Ça fait sensiblement la même chose que Scikit-learn. On enlève tout le boilerplate finalement d'entraînement d'un code de deep learning, où est-ce qu'on va plutôt tenter juste de dire je fais un modèle, là, je fais c'est quoi ma forward pass. Après, toutes les étapes, comment on interagit avec la forward pass puis le modèle. En PyTorch, c'est beaucoup de lignes de code souvent qui est répété, copié-collé. On abstrait ça, on utilise différents éléments pour être capable d'interagir avec cette loupe-là d'entraînement en utilisant notamment des callbacks beaucoup dans Poutine. Je vous invite à voir Frédéric Paradis, qui est membre du GAL. C'est lui qui a parti ce projet-là. Puis, il y a des vidéos, il y a de la documentation que vous pouvez aller voir. PyTorch Lightning, très similaire, dans le même genre d'univers que Poutine. Sauf qu'on tente vraiment d'axer un peu plus ça sur... on va ouvrir un petit peu plus cette loupe-là d'entraînement pour permettre à l'utilisateur de chercher plus de flexibilité. On va lui demander d'écrire plus de code. Donc là, c'est comme un entre-deux en dire, j'ai PyTorch à un extrême à gauche parce que je dois tout écrire mon code. Puis j'ai d'autres solutions comme Poutine qui tentent de réduire le plus possible mon code, mais qui donne un peu moins de flexibilité par contre. Puis PyTorch, je suis peut-être à quelque part entre les deux. Je me demande d'écrire plus de code. Ça me donne un peu plus de flexibilité aussi. Ça se brand avec aussi de la performance, des trucs comme ça. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce qui est vraiment l'outil qui rejoint le plus vos besoins, puis pour vous, qu'est-ce qui est important. Puis c'est quoi les limitations aussi liées à votre projet. Gensim, à l'NLP, pour aller plus rapidement, ce sont juste des librairies qui définissent des fonctions très liées au domaine du NLP, étant donné que c'est mon domaine de recherche, qui sont des incontournables aussi pour des étapes de pré-processing, des étapes, peu importe, que je ne fais juste pas réimplémenter la solution, je la prends telle qu'elle, comme elle a été développée par ces librairies, pour faire en sorte que je n'ai pas un codebase qui soit interminable. Donc, à cette étape-ci, on s'est dit, OK, on a parti notre projet rapidement, on a utilisé Scikit-learn, peu importe, une librairie pour faire en sorte que notre processus d'entraînement soit le moins de lignes possible pour que je puisse entraîner des modèles, puis que je me focus plus sur qu'est-ce qu'il y a, nettoyer mes données, travailler là-dessus. Sauf que je vais créer beaucoup de données. Je vais créer, en faisant surtout du deep, par exemple, beaucoup d'expérimentation. Des fois, je vais vouloir louper sur 50 différents hyperparamètres, peu importe le nombre, des centaines et des centaines de fois. Donc, je vais peut-être entraîner 10 000, 5 000, peu importe le modèle. Puis, j'aimerais ça comme savoir qu'est-ce qui s'est passé à travers ça. Donc, je vais savoir différentes versions de mon entraînement pour être capable de dire, je passe d'un type d'entraînement A vers un type d'entraînement B. Je vais être capable de visualiser mes résultats entre cet entraînement-là A et cet entraînement B et les 10 000 autres peut-être qui suivent après pour savoir
c'est quel mon meilleur modèle, c'est quoi ma meilleure configuration, c'est quoi la meilleure chose que j'ai réussi à faire. Puis j'aimerais ça pouvoir le visualiser. Je n'ai pas envie d'être dans des fichiers textés ou des prints sur une console ou sur peu importe, ou de comme ben voici mon meilleur résultat en scrollant qui finit plus puis que mes yeux ils saignent parce que j'ai 10 000 lignes à lire. C'est peut-être pas le meilleur outil pour comparer des résultats. Petite échelle, ça peut fonctionner, mais ça ne se cale pas bien, mettons. J'aimerais ça aussi, ben, si j'ai une erreur d'entraînement, ben, que moi, je ne parte pas mon truc à 5h moins 5 avant de finir ma journée en pensant que ça va rouler toute la nuit. Puis que finalement, à 5h moins 1, ça a planté, puis que je ne m'en suis pas rendu compte, puis je viens de perdre une soirée au complet de processing, puis que demain, ma journée vient de tomber à l'eau. Je vais peut-être me faire avertir rapidement. Beaucoup d'objets, beaucoup d'outils qui peuvent permettre de faire ça. Fait que grosso modo, quand on parle de différents entraînements, différents résultats, puis de la visualisation, c'est une base de données, ce qu'on veut. On veut mettre dans une base de données nos résultats, puis notre entraînement, puis c'est quoi qu'on a fait, puis loguer certaines caractéristiques de cet entraînement-là. Donc, il existe des outils. Ne partez pas une database, là, MongoDB ou peu importe, là. Des outils qui permettent de le faire. MLflow, Wet and Bias, deux outils qui actuellement sont pas mal parmi les plus connus qui permettent exactement de faire ça de manière très fluide. Intégration dans la plupart des types de librairies, PyTorch, Lightning, Poutine, intégration pour que ce soit plus facile possible encore pour vous de loguer ces résultats-là et ces métriques-là. Donc, ça vient différemment abstraire. On fait voir des graphiques, sortir les meilleurs runs, sortir des moyennes, lesquels ont failé, lesquels ont survécu, etc. Hydra, on est dans un autre petit domaine. Là, on est plus dans le domaine de gérer mes différents fichiers de configuration. Vous allez peut-être avoir 50, 60 paramètres, vous allez voir passer des fois vos modèles. Comment je fais en sorte de modifier ces paramètres-là ou de faire en sorte que ce soit le plus facile possible de moi savoir c'est quoi ça veut dire ce paramètre A-là, qui s'appelle paramètre A. Ben, c'est quoi un alpha? C'est un bêta? C'est un A, juste un A parce que j'ai donné A? Donc, Hydra, c'est un incontournable. Pour vrai, moi, je pense, en tout cas, c'est aussi le sujet de ma prochaine présentation, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien fait comme outil. Fait que je vais en parler un petit peu plus en détail là-bas. Mais moi, ça a changé totalement ma façon de travailler. Puis j'avais plein de fichiers que je passais par ligne de commande qui ne finissaient plus. Puis que je voulais juste saigner les yeux à chaque fois. Puis avec Hydra, ben, on a complètement passé à un autre paradigme qui est beaucoup plus intéressant. Notif, une petite librairie que j'ai développée qui permet de vous envoyer une notification sur Slack, emails, sur votre cellulaire, Teams, Discord aussi, c'est vrai, j'ai racheté ça. Si votre run fonctionne, votre run fail, c'est quoi vos résultats à la fin, pour faire en sorte que si vous partez une expérimentation qui dure une semaine, ben, vous n'êtes pas à chaque jour en train de regarder, vous êtes rendu dans le processus, vous avez une alerte qui va juste popper. Ah, ben, j'ai fini. Donc, c'est plus un outil qui est juste au niveau de la convivialité qu'autre chose. Bon, on va ressortir un petit peu la tête de l'eau. On a parlé beaucoup de productivité. Ces outils-là vont vraiment tenter de faciliter puis de réduire le plus possible les étapes qui n'ont pas beaucoup de valeur au niveau d'écrire des lots, retourner constamment sur un ordinateur remote qui fait votre calcul. Vous tentez juste de faire en sorte que vous travaillez un petit peu plus vite, c'est plus facile pour vous. Une autre étape qui est extrêmement importante, puis que vous allez faire, puis qui va être probablement l'étape la plus difficile dans votre stage, c'est bien présenter, ou dans votre job ou peu importe. Présenter de l'information, tell a story, c'est l'étape qui fait en sorte, selon moi, surtout en affaires, que vous êtes un bon, peu importe le type que vous voulez vous donner, là, lié au machine learning ou non. Si vous êtes capable de bien définir votre histoire, vendre votre projet, vendre ça, les gens vont pouvoir beaucoup plus vous allouer de leur temps aussi parce que votre projet a l'air plus intéressant. Ça passe par plusieurs étapes. Comment on peut faire en sorte, si, mettons, à tous les semaines, vous devez présenter des résultats à votre superviseur ou à votre boss ou peu importe, puis que ça ne vous prenne pas un temps interminable. Vous avez sûrement déjà fait des TP où vous présentez des résultats, puis c'est long, des fois, faire des tableaux. Là, puis écrire ça dans Excel, c'est le goût de se cogner un gun puis de se cogner, c'est pas du tout agréable. Donc, comment on peut faire ces tableaux-là pour que ce soit facile, puis qu'on peut générer un rapport de manière périodique sans nécessiter trop d'efforts? On aimerait ça aussi que ce rapport-là, si mes données se mettent à jour, là, parce que j'ai fait une erreur, puis je corrige mon erreur, j'aimerais ça que mon rapport se mette à jour sans que j'ai besoin de prendre ma souris, mon clavier, rentrer dans un fichier de texte, puis commencer à modifier un doc ou peu importe autre format de fichier que vous voulez prendre, qui n'est peut-être pas le plus facile pour ce genre de choses-là, mais c'est interminable. Ça ne vous apporte rien. C'est des choses qui ont déjà été calculées, que vous devez, vous, en tant qu'humain, repogner et réécrire ça.
peut-être pas la meilleure façon de travailler, puis c'est pas la plus agréable non plus, puis vous ne vous sentez pas au meilleur de vos capacités. Puis comment on peut aussi visualiser ces différentes configurations-là pour un rapport, pour faire en sorte que ici, tu vois, c'est telle configuration, telle chose pour tel rapport, pour telle version, puis que ce soit clair pour un lecteur qui a peut-être même pas mis les mains dans votre code, puis qui ne sait pas exactement tout ce que vous faites, mais il a une bonne idée dans l'ensemble du problème dans lequel c'est quoi vous voulez résoudre. Il existe, encore une fois, beaucoup d'outils. Premièrement, un premier outil qui a été développé par un collègue du Graal, Python to LaTeX, qui permet d'écrire en Python du code, donc de pouvoir avoir un tableau de données, un panda, peu importe, de vos résultats que vous avez générés, de le reprendre, puis de créer dynamiquement un tableau pour être capable que si vous réexécutez parce que vous avez changé votre tableau de données original de vos résultats, elle réexécute le top et vous génère le code LaTeX qui vous permet d'exporter dans un rapport LaTeX pour une présentation ou un mémoire ou peu importe que c'est quoi vous faites. Moi, j'utilise ça pour tout mon mémoire. Ça a été fabuleux quand je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur et que j'ai reroulé tous mes scripts Python génération de tableaux, puis tous mes tableaux étaient modifiés dans mon LaTeX. Ça n'a pas été plus compliqué que ça. TensorBoard vous permet aussi de visualiser vos résultats, d'être capable de générer des rapports qui sont plus ou moins dynamiques, qui affichent quoi les performances, qui affichent des choses rapidement. MLflow, Weight Bias permet aussi de faire ça. Pour tout ce qui est prototypage, tenter de sortir des éléments puis d'avoir une espèce de suite logique de ça. Jupyter Notebook qui peut être un bon outil, mais qui est aussi, à mon avis, quelque chose qui est dangereux. C'est un couteau à double tranchant. Il faut faire vraiment attention à ce genre d'outil-là qui peut aussi réduire la qualité de votre code. Puis vous êtes dans un autre paradigme qui n'est peut-être pas pareil que celui de Python, donc il faut faire attention avec ce genre d'outils-là. Markdown, qui est un must-have pour écrire des rapports si vous ne voulez pas vous embarquer dans du latex qui est peut-être un petit peu plus difficile, qui peut être compliqué pour des rapports, mettons, plus hebdomadaires. Je vous permets juste de faire du typage qui est beaucoup plus, qui est très proche du langage courant, mais on met quelques balises pour être capable de faire afficher d'autres éléments du code ou des choses comme ça. Puis Dash, c'est finalement un outil qui vous permet de faire des dashboards. Là, on est dans du low-code, no-code, dans cette philosophie-là de dire je crée un applet, puis dans cet applet-là, finalement, je suis capable de faire afficher des graphiques qui sont dynamiques avec des sliders, des choses comme ça, qui se fait en HTML, qui est interprété ça après ça dans un browser. C'est vraiment très intéressant pour les rapports dynamiques. Si vous voulez faire un wow factor, mettons, vous faites un stage à quelque part après ça dans une business, ça, c'est sûr que vous allez faire un wow factor. C'est quand même le fun, mais ce n'est pas des outils pour mettre en production nécessairement tel quel. Là. Des fois, il faut aller des solutions qui sont propriétaires. Donc, c'est cool, mais il y a un bémol quand même sur au niveau de l'utilisation en production. Mais je vais vous donner un exemple là, de qu'est-ce que ça peut ressembler. Cool. Nice. Thank you, Brave. C'est ouvert? Bon. Bon, ici, on voit un rapport où est-ce qu'on est capable de dynamiquement aller chercher les nouvelles informations. Donc, ça, si par exemple, vous avez un superviseur qui vous dit donne-moi ça, vous n'êtes pas exactement certain qu'est-ce qu'il veut prendre comme variable ou qu'on veut visualiser dynamiquement dans un rapport, dans une rencontre d'équipe, qu'est-ce qui aurait de l'importance, vous êtes capable, là, live, de pouvoir faire changer, que ce soit très réactif à qu'est-ce que l'information qui se discute au moment d'une discussion ou pour un rapport. Puis, c'est relativement facile à faire. Moi, j'en ai monté une en une fin de semaine pour un projet personnel, puis c'est pas compliqué. La documentation est quand même assez claire. Puis, bon, après ça, est-ce que c'est une belle présentation? Est-ce qu'on pourrait dire, wow, on pourrait mettre du plus beau UI là-dessus? Certainement, mais pour un rapport, ça fait amplement la job. Ce qui nous amène à notre dernier élément. J'ai parlé beaucoup de choses. Je peux commencer à être étourdi un peu. C'est normal. Je vais vous partager tout le matériel, il n'y a pas de problème à ça. Puis à la fin aussi, je termine avec d'autres hyperliens pour être capable d'acheter cette information-là. Puis, vous avez plein de liens aussi qui vous amènent vers la ressource si vous voulez prendre le temps de décanter ça puis d'aller lire c'est quoi exactement. Donc, je termine avec le dernier élément qui, je crois, qui est peut-être un des plus moins utilisé auprès des chercheurs, qui est entre autres la gestion de l'assurance qualité. Là, on peut faire en sorte que vous puissiez détecter des erreurs dans votre code pour faire en sorte que vous ne publiez pas un article ou vous n'envoyez pas du code en production qui a une erreur qui fait en sorte que finalement vos résultats valent absolument rien.
Comment on peut mettre une espèce de saut de qualité, dire, ben voici le niveau de qualité que nous, on a atteint, puis on est certain qu'on a un tel niveau de qualité, puis que mon projet, on a une confiance à 90, peu importe si on remet des intervalles, tout ça. Mais il y a plusieurs outils qui sont peut-être pas super faciles au début à avoir un mindset, surtout quand on est un étudiant qui fait un stage, qui n'est pas dans un cadre qui est en entreprise. Mais il y a quand même des éléments qui sont assez faciles à utiliser que vous pouvez discuter avec l'autre étudiant avec qui vous faites votre stage, au doctorat, à la maîtrise ou peu importe, ou avec les professeurs qui peuvent être intéressants, notamment dans la partie droite, tout ce qui est du formatage de code et l'analyse de code. Ça, le formatage de code, là, c'est vraiment votre virgule doit-tu être à telle place, à gauche, à droite, votre espace autour, un espace autour des égales quand vous faites une affectation de variable ou une affectation de paramètres. Tout ça, là, vous ne devriez pas vous casser la tête avec ça. Il n'y a aucune valeur ajoutée que vous connaissez ces règles-là par cœur, à mon avis. Peut-être que d'autres vont désagréer avec moi. Donc, ça, là, vous devriez tout automatiser ça. Vous prenez votre clavier, vous ouvrez une ligne de commande, vous faites black.slash, puis le formatage devrait se faire, puis ça devrait s'arrêter là. La réflexion que vous avez au cas de votre formatage de code. Même affaire pour le linter. Analyse de code, ce que ça fait, c'est la petite différence. Ça peut s'analyser. Est-ce que vous, tu sais, les normes PEP, finalement, PEP 8, là, ça va tenter de les analyser, tenter de les corriger si c'est possible. Sinon, ça va vous dire un rapport sur voici les erreurs, puis vous pouvez tenter d'améliorer votre code. Puis des fois, ça va vous sortir des erreurs à ces deux étapes-là sur hey, ici, tu as telle variable, mais tu ne le réutilises pas ou tu fais des choses comme ça. Puis ça c'est un premier threshold à aller chercher qui n'est pas compliqué. Puis que, surtout le formatage, ça n'a pas de valeur, mais ça peut déjà quand même, ça n'a pas de valeur pour un humain, mais ça a de valeur pour le code, la qualité du code, l'assurance qualité, mais pas de valeur à ce que vous fassiez ça vous-même. Vous devriez tout automatiser ça. Il va y avoir plein de librairies qui le font. Poutine, entre autres, utilise un processus avec d'intégration continue qui est, avec l'exemple ici de Travis CI, qui applique cette évaluation-là à chaque commit que vous faites sur GitHub, puis vous êtes certain que vous gardez un certain standard sur la qualité de votre code overall, de ça, puis que vous appliquez ces règles-là, puis qu'il n'y a pas une dégradation de la qualité du formatage du code ou l'analyse du code aussi au niveau des scores, des normes PEP8. Puis après ça, à gauche, dans Travis, qui est aussi intégré dans Poutine, entre autres, et dans d'autres librairies avec lesquelles je travaille, c'est des tests unitaires. PyTest ou toutes les autres librairies de tests unitaires que vous utilisez vous permettent de tester des comportements qui sont attendus par vos fonctions. Développer une fonction, ce que vous dites, faire la moyenne d'un vecteur, bien, vous allez probablement, pendant que vous écrivez ce code-là, vous avez déjà eu cette expérience-là, vous écrivez du code, là, vous testez un peu là, en slash avec des print A puis du débagage, que vos résultats sont vraiment qu'est-ce que vous attendez pour quelques valeurs. Et ça, pourquoi vous ne créez pas un test pour ce comportement-là, pour être certain que si vous faites un changement dans le futur, vous gardez encore les bonnes caractéristiques que vous attendiez sur cette fonction-là. Finalement, vous créez des tests, vous permettent d'exécuter ces tests de manière automatique-là, puis d'être certain qu'on a encore le comportement qui est attendu pour une fonction. Bon, dans un cas en développement, en prototypage, en recherche, on ne va pas tout tester. On va vouloir aller beaucoup plus rapidement. Les tests, ça prend quand même du temps à développer. Mais des fonctions, au moins des fonctions, vous n'allez pas tester votre loop d'entraînement, puis votre modèle va toujours prédire la bonne chose. C'est beaucoup trop long. On va peut-être tester vos étapes de nettoyage de données. Vous utilisez une étape qui retire les espaces superflus dans des chaînes de caractères. Peut-être que vous avez écrit une fonction, testez-la pour être sûr que cette fonction-là fonctionne comme vous attendez. Puis bon, tout ça va être lié avec le concept qu'on appelle après ça d'être capable de faire du continuous machine learning, qui grosso modo d'être capable de dire, on peut, par exemple, YouTube, Google, ce monde, entraîne des modèles en continu qui sont déployés de manière semi-automatique ou automatique pour leur infrastructure machine learning parce qu'ils ont tout automatisé les étapes où est-ce qu'un humain est impliqué, qui sont capables, d'un coup, que le modèle, on est satisfait de la performance puis qu'on a dépassé l'étape de prototypage, bien, on a fait des tests pour être sûr que ces fonctions-là fonctionnent. On a du formatage automatique, on a plein d'étapes puis qu'on est capable de déployer un modèle juste en cliquant sur un bouton ou que ça se fait de manière automatique s'il y a une dégradation de la performance. Donc, c'est un ultime point à atteindre qu'on n'aura probablement, certainement pas, verrait pas en académique, mais que vous allez vouloir voir en entreprise, qu'on va vous parler. Puis tout ça s'imbrique dans cette idée-là.
Maintenant, au niveau de l'autre élément qui est la gestion des environnements, là, bon, il faut que vous allez avoir plusieurs environnements qui vont pouvoir coexister ensemble. On en a parlé déjà au début, Python 3.8, Python 3.9, différents éléments, tout ça. Puis, vous voulez peut-être aussi que ce soit plus facile de réutiliser votre code. Puis là, on peut même parler des environnements au niveau Windows, Mac, Linux, autres systèmes d'exploitation. Donc, il peut y avoir des différences dans la façon que tout ça est implémenté, puis ça peut venir très rapidement, extrêmement complexe pour absolument rien. Donc, c'est là qu'on va vouloir utiliser ultimement les outils. On est plus dans une partie production. On est plus dans, un petit peu moins dans l'académique au jour le jour. On est plus rendu à la fin. On a développé quelque chose. On veut le commercialiser, si on veut. Bien là, c'est là qu'on va voir des trucs comme Docker, Kubernetes, parce qu'on va venir comme une boîte. Puis on va dire, voici dans cette boîte-là, comment ça va fonctionner, comment tout ça va se parler, c'est quelle part qui va parler à telle part, voici les dépendances que je veux, puis tu vas me l'exécuter dans une machine virtuelle, par exemple, slash machine virtuelle, là, qui va fonctionner en Linux, même que tu es sur Mac ou que tu sois sur Windows, pour être certain que les caractéristiques, les résultats observés vont être les mêmes. Donc, par exemple, dans le truc que j'ai fait avec Mathieu et avec Nicolas, à la fin, il fallait qu'on fasse un Dockerfile, donc la partie à gauche, puis que personne puisse juste le prendre, appuyer sur un bouton, réexécuter tout notre code, ne pas avoir aucune erreur et observer les tableaux qu'on présentait dans notre article, puis tous les résultats qu'on présentait dans notre article. Ultimement, ça peut être un élément qui est extrêmement intéressant pour déployer vos articles scientifiques pour que quelqu'un puisse le prendre, double-clic ici, il voit les mêmes choses que vous finalement, peu importe son ordinateur. Bon, parler beaucoup de choses. C'est quoi la suite? Tout ça, c'est quoi que vous devriez faire? Ben, c'est de faire des itérations d'expérimentation. J'ai donné plein d'éléments, j'ai donné la même présentation l'année passée, je travaillais avec des stagiaires l'année passée, puis il y en a plein qui n'ont pas fait absolument rien de tout ce que j'ai dit là-dedans. Puis là, vous dites peut-être, ah, moi, j'en ai rien à foutre, je connais mieux que lui, puis peut-être raison. Donc, expérimentez, essayez, cassez-vous les dents, puis vous allez après ça dire, ah ben oui, David l'avait dit dans sa présentation, je vais perdre du temps pour ça. Ben, fine, tu sais, puis après ça, c'est à vous de voir c'est quoi les outils que vous pensez qui sont vraiment pertinents. Il y en a peut-être qui vont vous demander trop de temps par rapport au gain que ça va vous apporter, trop de complexité par rapport à votre problème que vous tentez de résoudre, puis trop de complexité pour la grosseur d'équipe que vous avez aussi. C'est important à un certain point de savoir qu'il faut, à un certain point dans votre processus, décrocher des outils que vous utilisez, que ce soit même ces outils-là ou d'autres outils, pour prendre un outil qui est plus adapté à votre problème. Excel, ça fonctionne bien dans bien des cas. Vous pouvez loguer vos résultats dans un Excel. Il y a un point où est-ce qu'Excel n'est plus le bon outil à utiliser. C'est ça qui est difficile, c'est ça le professionnalisme, savoir que vous êtes capable de décrocher cet outil-là, d'aller prendre le bon outil qui va faire le meilleur job et qui va vous faciliter votre travail à plus long terme. Puis, ben, en ordre, si vous voulez d'autres lectures parce que vous trouvez ça fascinant, mais pour vous, c'est déjà quelque chose que vous appliquez. Voici plein d'autres trucs en rafale qui peuvent vraiment être intéressants à lire, qui pourraient approfondir votre connaissance sur la reproductivité, d'autres étapes, entre autres Clean Code, qui est un livre incontournable écrit par le Saint-Père de l'informatique et des bonnes pratiques en informatique. Puis différents autres articles vraiment intéressants et d'autres principes en informatique aussi qui pourraient être très pertinents pour votre parcours et votre connaissance. Ce qui m'emmènerait à une période de questions. Puis c'est pas mal ça. Puis je vous remercie de votre écoute, bien sûr. Merci beaucoup, David. C'était vraiment une super présentation. Puis même moi, c'est sûr que je vais en tirer des bonnes pratiques dont j'avais besoin. J'avais une question pour toi. Est-ce que tu aurais une anecdote d'un projet de machine learning sur lequel tu as participé que vraiment ça a fait toute la différence que d'avoir des bonnes pratiques comme ça sur le projet du début à la fin par rapport à des compétiteurs ou quoi? Ben, en fait, c'est sûr que dans un contexte d'affaires, tu ne vas pas vraiment voir ce que tes compétiteurs ont fait. C'est plus difficile à comparer s'ils ne l'ont pas fait. Mais si, par exemple, je prends des exemples de projets que j'ai faits à différents niveaux, que ce soit entreprise, académique, tout ça, mon projet de maîtrise, moi, quand je l'ai fait, je ne connaissais absolument rien quasiment qui était là-dedans. Donc, quand j'ai commencé, je faisais des outputs de mes fichiers de configuration, mes résultats dans des fichiers TXT. Puis j'en avais comme 1000, là, je veux dire, je saignais des yeux quand il fallait que je regarde les résultats. Puis là, ben, à un moment donné, ben, ça ne se peut pas, là, ça me prend une heure, une journée à analyser mes résultats, présenter ça à mon superviseur, ça n'a aucun sens. Donc, très rapidement, ça m'a permis d'aller chercher la productivité. Après ça, j'en ai parlé, entre autres Python tout latex. Je me suis rendu compte à une étape que j'avais une erreur dans mon code. Donc, je suis retourné, j'ai fait réexécuter, tous mes tableaux sont réexécutés, puis mon latex, c'est toutes mises à jour. Là, puis
c'est fini, là, j'ai appuyé sur un bouton, paf, on s'est rendu à l'étape ultime qu'on veut. Puis, je n'avais pas envie de pleurer finalement parce que je passe à nous complet pour présenter mon rapport le lendemain à mon superviseur. C'était pas quelque chose qui me tentait non plus. Donc, ce genre d'outils-là, je pense que c'est des petits événements qui permettent de voir dans l'ensemble que ça facilite. Est-ce que tout ça va nécessairement faire en sorte que vous allez être une rockstar et tout va bien fonctionner? Non, c'est pas, ça ne vous sauvera pas de faire des erreurs de code, ça ne vous sauvera pas plein de choses, ça va vous aider, mais beaucoup d'éléments là-dedans qui ne sont pas nécessairement toujours faciles à utiliser. Ça se peut que vous allez perdre l'information quand même parce que vous n'avez pas appris à utiliser comme full outil. Ça va vous faciliter. C'est sûr que quand vous présentez un white and bias, là, si vous allez voir l'interface, qu'est-ce que ça a l'air, vous allez tout de suite comprendre. C'est vraiment, vraiment cool. C'est sûr que quand vous présentez ça à un client, un superviseur, hey, voici tous les résultats de les 10 000 runs qu'on a exécutés, puis vous présentez la meilleure comme ça. C'est sûr qu'il va se dire, hey, ces gars-là, personne-là, peu importe, ils savent qu'est-ce qu'ils font. Puis, je n'ai pas payé pour qu'ils lisent juste des résultats qui ne finissent plus. Et il l'a sorti en une seconde. Vous avez l'air d'un expert aussi. C'est ça qui fait la différence. J'ai une question aussi qu'on m'a envoyée en privé de Nathaniel qui me demande si tu as une opinion par rapport à Nix. À Nix, Ouais, NIX, ouais, NIX, oui. je ne suis pas sûr de comprendre. Je ne suis pas sûr c'est quoi par contre ça. Je vais googler pour voir. Nix, j'imagine c'est une librairie Python. Euh, je le fais comme ça, je suis pas sûr de. Je connais pas le projet. Nix to manage Python package. Ah, ben c'est un gestionnaire OK, c'est un. euh, pour vrai, à mon avis, là, à un certain point, pour tout ce qui est la gestion, OK, je vois qu'on peut gérer. OK, c'est un Conda Virtual Env / Virtual Env. À cette étape-là, je ne pourrais vraiment pas dire c'est quoi la différence entre tout ça. Moi, à mon sens, c'est à un certain niveau, quand vous faites, surtout académique, là, ça va être potato, ça ne fera pas de différence dans votre vie. Si vous êtes rendu en entreprise, puis là, vous avez beaucoup de versions de Python qui peuvent coexister, si vous êtes rendu si vous avez une différence entre Conda, Virtual Env ou Nix, ben, ça veut dire que vous avez besoin d'un gestionnaire qui est spécifiquement, sa job, ça va être un informatique qui va spécifiquement gérer ces différents trucs-là. Donc, ça ne devrait plus faire de différence tant que ça pour vous au niveau de développeur, parce que vous devez vous concentrer, à mon avis, beaucoup plus sur développer des architectures que choisir un bon gestionnaire de librairie ou de paquet, tout ça. Donc, rendu là, pour moi, c'est potato. Rendu là, puis vous ne devriez pas voir de différence. Ça ne devrait pas avoir tant d'importance, sauf si vous, ça vous intéresse de faire un emploi comme ça, qui est moins lié à du machine learning. Aussi, je me demandais, dans le milieu de l'ingénierie software, développement d'applications, c'est vrai que les corps de métier sont vraiment assez bien définis, tu sais, avec des pôles de qualité, de développement, etc. Puis, vu que quand même tu interagis beaucoup avec le monde industriel au Québec et tout, est-ce que tu penses que c'est la même chose pour le machine learning ou alors tu penses que c'est une industrie qui gagnerait justement à plus segmenter les tâches. Comment est-ce que ça se passe C'est une excellente question. À mon humble avis, il faut plus segmenter les tâches. Là, parce qu'en fait, je pense que ça va faciliter aussi les aspects que j'ai parlé de la roboticité. À la fin, j'ai parlé de Docker puis Kubernetes. Moi, je ne crois pas qu'un data scientist, machine learning researcher ou tout ça devrait concrètement déployer des solutions avec Docker, tout ça. Il doit comprendre que ça existe, peut-être avoir un template pour l'aider à remplir ces étapes-là, pour faciliter l'étape de mise en production après ça, mais ça ne devrait pas être à lui de faire ça, parce que c'est trop orthogonal par rapport à son expertise. Même chose aussi, si, mettons, on commence à embarquer dans la gestion de hey, toi, on va te monter un ordinateur avec Python 3.9 ou 3.8, ça ne devrait plus devenir un enjeu pour lui de faire la différence entre trois outils. Lui, il devrait juste avoir un outil à sa disposition qui est pertinent et qui est capable de faire ce processus le plus facile possible. Après ça, si on parle de mise en production, de tests unitaires, de tout ça, à quelque part, ça l'aide si la personne qui développe le projet développe ses propres trucs, mais toute l'étape de mise en production, surtout si vous êtes en silo, là, je développe une architecture, je développe une solution, j'ai quelqu'un qui est en production. Quand il est dans un paradigme comme ça, c'est des rôles qui sont très séparés. Là, si on parle de continuous machine learning, on voit plutôt que ce soit des équipes qui travaillent en collaboration ensemble, puis que ce soit plus fluide et moins de manière très en cascade l'un arrière de l'autre.
Là, on va peut-être avoir un petit peu des rôles qui vont vouloir être très segmentés sur qu'est-ce qui est fait, puis qui intervient à quel moment, puis comment cette personne intervient. On va vouloir quand même qu'à chaque étape, la personne comprenne c'est quoi le processus dans son ensemble, sans comprendre les spécificités qui sont extrêmement particulières, mais au moins de savoir qu'il faut qu'il fasse des tests unitaires, qu'il faut qu'il sache qu'il fasse tel élément, qu'il faut qu'il fasse, etc., etc., puis lui mettre en main les éléments qui vont être pertinents pour être capable de développer ça, mais qui ne s'en fâche pas d'un fleur du tapis, finalement. Ok, merci beaucoup, David. Oui, puis de toute façon, tous les insights que tu nous donnes là, c'est vraiment, que ce soit pour l'industrie ou même la recherche, c'est sûr que c'est vraiment très utile. Je regarde la programmation, puis je vois Ouais, j'ai un petit peu, j'ai pris du retard sur l'autre, là. aucun problème. Si tu veux, si tu te le sens, tu peux commencer maintenant pour la On deuxième a partie. peut-être un petit 2 minutes, je vais me chercher un petit verre d'eau, remplir mon Ok, verre pas de d'eau, puis problème. je vais commencer vers les corps. Ok, pas de problème. À tout à l'heure.